Chers amis, je ne vais pas vous saluer spécifiquement. On est nombreux à se connaître dans cette salle et je crois que c'est important effectivement de tirer ce bilan des 10 ans. J'ai un peu l'impression d'être dans la chanson de Bruel quand même. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, ben voilà, on y est. Je vais commencer cette ouverture par une anecdote personnelle de la négociation de cette COP21 à Paris. Certaines y étaient. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que la COP s'arrête au moment où Fabius, avec son petit marteau vert, tape en disant « Je déclare donc l'accord de Paris ». En fait, ça continue après. Parce qu'après, c'est un des rituels de la COP dont je suis familier. Il y a la prise de parole officielle, puisque là on est sur les acteurs non étatiques, des 9 groupes reconnus par la Convention climat, les jeunes, les femmes, les collectivités territoriales, les chercheurs, je ne vous fais pas la liste des 9. Et donc, après la clôture de la négociation, on vient donner notre avis. Généralement, on vient donner notre avis dans une salle où il n'y a plus personne. Le pire étant certainement 2010 à Cancun, où on est intervenu dans la nuit alors qu'ils étaient en train de démonter la salle et on voyait pendant que nous, on faisait notre intervention minutée, les chaises et les tables qui partaient. À Paris, ça s'est bien mieux passé. Moi, je salue encore Laurent Fabius qui a eu l'élégance, alors qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que nous et lui, de rester jusqu'au bout pour écouter ces 9 discours des groupes majeurs. J'étais à l'époque le porte-parole mondial des collectivités territoriales dans le World Climate Circus. Donc j'ai fait les 2 interventions, l'ouverture et la clôture. Et je me rappelle très bien avoir dit en ouverture « If you find the deal, we'll do the job » et avoir dit en clôture « We have to do the job ». Donc la question qui nous est posée ce matin, c'est est-ce qu'on a fait le boulot sur ces 10 ans? Alors, bien évidemment, les gens qui sont dans cette salle, surtout les plus anciens, parce que certains, ou surtout certaines, n'ont pas dû commencer tout à fait à agir dès 2015, ont fait leur part du job. Pour certains, ça a même été leur priorité militante, professionnelle, et donc c'est effectivement toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé depuis 10 ans. Mais on sait aussi tous très bien que si, dans cette salle, on a fait notre part, le résultat n'est pas exactement celui qui était espéré. Je sais bien que Antonio Guterres ou la présidence danoise, puisque c'était le résultat du Conseil européen, met toujours en avant le 1,5 degré à ne pas dépasser d'augmentation des températures. Mais en 2024, et ça c'est l'Organisation météorologique mondiale qui le dit, voilà, on vient de le dépasser, le 1,5. Donc on ne tiendra pas, je suis désolé de vous le rappeler, mais vous le savez, on ne tiendra pas le premier objectif de l'accord de Paris sur le 1,5 degré. On ne tiendra probablement pas non plus, Jean me corrigera peut-être, mais on ne tiendra probablement pas non plus ce qui était la limite que nous donnait le GIEC des 2 degrés, on va aller plus haut. On va aller plus haut et donc on pourrait se dire, eh ben voilà, on a raté, c'est foutu, il n'y a plus qu'à se replier sur notre territoire, notre part de confort personnel pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Alors je ne suis pas là pour plomber l'ambiance, on n'est pas là pour faire 10 ans pour simplement se lamenter. Moi, je pense qu'on est dans une situation qui est plus intéressante que cela, et c'est ce que je vais essayer quand même de vous redire. On n'a pas tout réussi, mais, et ça je trouve qu'on ne le dit pas assez, le débat par rapport à il y a 10 ans a changé sur un point fondamental, c'est qu'on discute aujourd'hui de à quel niveau sera stabilisé le climat. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique de se dire on ne sait pas où tout cela va finir, on est maintenant dans un débat qui est que, et c'est important je pense pour les générations plus jeunes, dans une perspective que dans la deuxième moitié du XXIe siècle, on stabilisera le climat. On le stabilisera probablement
à un niveau plus haut que ce qu'on avait espéré, mais on va le stabiliser. C'est-à-dire que la promesse ou la perspective qu'on peut offrir aujourd'hui à ceux qui grandissent, à ceux qui commencent leur vie professionnelle, leur vie d'adulte, c'est que d'ici quelques années, probablement vers le milieu du XXIe siècle, peut-être un peu avant, ils retravailleront, ils se reprojetteront dans un monde stabilisé au niveau climatique. Et ça, c'est quand même probablement notre première réussite. Ce n'était pas le débat d'il y a 10 ans au niveau de l'accord de Paris. Et si je suis ravi, et merci notamment au comité 21 qui s'est beaucoup investi dans l'organisation de cette journée, si je crois qu'il est important qu'on ait ce genre d'événement aujourd'hui, c'est justement parce qu'on est dans le moment où il faut qu'on repense le narratif global sur le climat par rapport à un monde qui n'est plus celui de 2015. Je suis un peu en tournée des narratifs. Certains m'ont entendu à la Défense il y a quelques jours. Je suis désolé, je vais dire des choses que certains ont déjà entendues. Mais je pense que c'est vraiment notre enjeu du moment, c'est dire c'est quoi le nouveau narratif. Tout d'abord, il faut quand même, mais c'est aussi le contexte politique plus global, ça ne se limite pas au climat, se dire que face au slogan « ne pas opposer fin du mois à fin du monde », c'est la fin du mois qui a gagné. Clairement, c'est la fin du mois qui a gagné. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à passer un message comme quoi il fallait faire plus d'efforts aujourd'hui, sobriété, décroissance, on utilise les mots qu'on veut, pour justement vivre mieux demain. Ce discours, il est partageable ici, il est partageable et compréhensible dans un certain nombre de cercles, il n'est pas compris et pas partagé, au moins à 2 niveaux. Celui, je dirais, du cœur de la société, des classes moyennes et populaires, qui considèrent que c'est une arnaque et que c'est elles qui vont payer pour le confort des plus privilégiés. Et il est encore moins compréhensible, et c'est vraiment l'expérience de Climate Change, qui est une organisation internationale et qui intervient notamment beaucoup en Afrique, à l'échelle mondiale. Donc il faut abandonner cette idée qu'on va passer par un discours sur l'effort et la sobriété de chacun. Je suis conscient qu'en disant ça, je crée du débat. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette perspective d'aller vers une stabilisation du climat, c'est un peu la deuxième partie, mais pas la première, de la représentante de l'ONU, c'est bien sur les gains pour les uns et pour les autres qu'il faut aujourd'hui structurer le débat. Et il y en a. Vivre dans un logement plus confortable, mieux réhabilité, ça ne change pas la vie, fondamentalement, mais ça la rend plus facile, et peut-être avec un peu d'économie. Et on a beaucoup d'exemples de ce type sur tous les gains liés à l'action climatique qui ne créent pas d'angoisse, qui ne créent pas de déstabilisation sur les modes de vie, mais qui peuvent faire adhérer plus largement. Je pense que dans notre débat entre nous, on est entre nous, on a aujourd'hui à totalement redéfinir notre narratif, abandonner le narratif de la catastrophe, puisqu'on sait qu'on va vers une stabilisation, certes avec des conséquences, je vais y revenir, qui pour certaines sont négatives et qu'il faut regarder lucidement, mais malgré tout, en essayant maintenant de mettre en avant les gains plutôt que les risques. Ça, je pense que c'est le moment vraiment où il faut y aller. Donc, je ne vais pas être trop long parce qu'on a plein de débats ce matin, mais je pense qu'on a un gros enjeu à ce niveau-là. Et le deuxième enjeu, bien sûr, je ne peux pas dire l'inverse puisque Climate Change en a fait sa priorité depuis maintenant 3-4 ans, alors que c'était quasi absent il y a 10 ans à Paris, ce sont les questions d'adaptation. Les questions d'adaptation, c'est un peu la même chose, c'est de dire qu'on prend finalement comme posture, comme base de proposition, le fait qu'on est protecteur de la société. Et qu'on ne laisse surtout pas l'adaptation et la protection à d'autres. Et si vous regardez le débat politique en France, vous avez une force politique sur l'extrême droite qui va beaucoup sur l'adaptation aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien. Donc il faut absolument qu'on soit les protecteurs, et
aller fortement sur les questions d'adaptation, c'est répondre à cela. Et je suis vraiment ravi, je parle ici, et avec Christophe Béchu, on s'est vu souvent sur les événements adaptation. Je pense que le fait que Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher l'a repris après, je n'ai pas encore de bilan de Monique Barbu, mais le fait que la France ait décidé lucidement de prendre non plus un scénario, mais une trajectoire plus 4 degrés pour cadrer la totalité des politiques publiques et amener l'ensemble aussi du monde économique à se projeter sur cette trajectoire, ce qui n'existe pas ailleurs en Europe à ce stade, est quelque chose d'extrêmement important. Et là aussi, il faut maintenant assumer cela, assumer qu'on sera au-delà du 2 degrés mondial, donc du plus 3 en France, qu'on va vers ce monde stabilisé avec des problèmes. L'agriculture française ne sera pas la même. La question de la chaleur d'été va être une question extrêmement complexe et je ne vais pas décliner l'ensemble, mais il faut y aller vraiment fortement. Donc, si j'ai 2 messages à passer ce matin, 10 ans après, c'est qu'on n'a pas à rougir de notre bilan, même si on n'a pas tout réussi, et qu'on a devant nous, effectivement, maintenant, à proposer surtout un contrat à la société, et notamment à l'échelle des territoires. J'en ai pas beaucoup parlé, mais tout le monde sait ici à quel point je considère que l'action territoriale est centrale à ce niveau-là, qui soit un projet qui renforce la cohésion, où on regarde lucidement les problèmes pour ramener vers nous tous ceux qui nous ont un peu lâchés en chemin en pensant qu'on demandait d'abord des efforts finalement aux plus fragiles, alors que si on fait tout ça, c'est bien à l'inverse, parce qu'on veut une société plus solidaire et plus cohérente. Merci. Bonjour à tous. Je pense qu'on aurait pu rester ensemble, puisque c'est un colloque de coopération entre différentes associations. Ça va être très difficile, en fait, de vous faire entendre des voix différentes, parce qu'on est quand même très souvent d'accord. Alors, je vais quand même essayer d'apporter, non pas des nuances, mais peut-être des compléments à ce que Ronan vient de dire. D'abord, je voudrais commencer par le fait que pourquoi cette manifestation aujourd'hui, qui d'ailleurs ne comprend pas tout le monde que nous voudrions, parce que les jauges ministérielles sont très très sévères, et donc nous avons dû fermer le colloque et refuser du monde, ce que je regrette beaucoup. Mais nous sommes manifestement des gens tout à fait, comment dirais-je, obéissants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi nous 4 ? Parce que nous sommes finalement unis, je trouve, par deux grandes composantes, deux grandes colonnes vertébrales. D'abord, c'est le multi-acteur. C'est vrai que c'est sûrement le comité 21 qui a commencé le multi-acteur, puisque, et je vous convie, le 1er décembre prochain, nous fêterons nos 30 ans. Mais ce multi-acteur s'est beaucoup étendu à de très nombreuses associations. Climate Change en est évidemment un exemple, puisqu'il rassemble l'État, les entreprises, les collectivités comme nous, les organismes de recherche comme nous, etc. L'association française qui représente l'ONU est plus institutionnelle, mais s'ouvre toujours à de très nombreux partenariats avec toutes les composantes de la société. Et bien entendu, en l'occurrence, le PMRF, le pacte de la représentation française du Global Compact, comprend très très majoritairement des entreprises, mais travaille aussi avec d'autres entités. Alors c'est ce qu'on appelle la société civile. Et cette société civile, c'est là, finalement, Ronan, que je nuance un tout petit peu, finalement, avait été prise en compte, de toute façon, depuis presque le début des COP. Elle est prise en compte avec des événements parallèles où tout le monde se rassemble. Mais cette société civile a monté en puissance, et a monté en puissance de manière
extrêmement différentes que, malheureusement, nous avons tous les trois à peu près, on a à peu près 30, entre 25 et 30 COP. Moi, j'en ai raté 3, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et donc, en l'occurrence, nous avons bien vu qu'au début, les ONG étaient vraiment militantes, s'opposaient d'une part aux résultats quand c'était mauvais et d'autre part prônaient de meilleurs résultats. Nous avons vu peu à peu, avec l'immense implication des associations de villes, des associations régionales, l'importance qu'elles ont prise. À partir il y a 20 ans maintenant, en particulier avec le Pacte mondial, les entreprises ont pris beaucoup d'importance et dans chaque pays. Et nous avons donc une montée du multi-acteur. Et ce multi-acteur, en fait, c'est une des choses absolument fondamentales de la conférence de 92 et de l'agenda 21 de 92 et de la conférence des Nations Unies pour l'environnement, de la Convention, je veux dire, puisque nous avons eu cet agenda 21 et l'agenda 21 a été fait pour la société entière. Deuxièmement, ce qui nous rassemble, c'est l'attachement à l'ONU. Alors, comme de temps en temps c'est un peu passé de mode, je voudrais dire, alors évidemment la figure de proue de cette affaire, mais nous sommes tous extrêmement attachés au multilatéral, et c'est un peu le double sens, multi-acteur, multilatéral de cette manifestation, parce qu'il faut quand même bien dire que sans l'ONU, nous n'aurions évidemment pas de convention, nous n'aurions évidemment pas d'accord de Paris, mais surtout, nous n'aurions pas de représentation à une voix de tous les petits pays, et c'est les petits pays, en particulier les pays insulaires, qui ont permis le succès de l'accord de Paris. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que si nous avions que les grands, d'ailleurs la preuve, les grands patinent un peu en ce moment, la Chine, etc. Alors, où ils patinent, où ils sont absents, mais voilà. Vous avez compris à qui je faisais allusion. Donc, cet attachement à l'ONU, on l'a tous chevillé au corps. On a tous été acteurs et de ces conventions. On a tous essayé de mettre chacun à notre place, et très soutenu par les différents gouvernements français, notre pierre à l'édifice. Donc, première question, première affirmation, voilà ce qui nous rassemble. Deuxième affirmation, ce fameux accord de Paris. Alors, contrairement à toi, Ronan, moi je pense que l'accord de Paris a tenu toutes ses promesses. Je pense en revanche que l'accord de Paris n'a pas tenu les promesses de la communication qu'on a fait sur l'accord de Paris. Et ça, c'est extrêmement important. L'accord de Paris, souvenons-nous quand même, hein, on est là pour parler d'avenir. Nous venions d'avoir le Bataclan, on s'est même demandé d'ailleurs hein, si on allait faire le sommet, la COP21. On était quand même en France dans une époque extrêmement difficile, en même temps une époque de rassemblement avec le rassemblement des chefs d'État de solidarité, mais nous avions terriblement besoin de quelque chose qui nous élève, nous sauve, nous fasse penser à autre chose, et ça a été l'accord de Paris. Cet accord de Paris a été, par Laurent Fabius et l'équipe diplomatique, très bien conçu, et nous avons eu un succès qui, à 2-3 voix près que Laurent Fabius, en fin politique, n'a pas vu, a été déclaré universel. Alors, premièrement, non, ce n'est pas le premier accord universel. Ça, c'est absolument faux. Le seul accord, je parle en juriste là, le seul accord universel, c'est en l'occurrence les 3 conventions et Rio. Il n'est pas universel, d'ailleurs il y a une démonstration éclatante, puisqu'il y a des pays qui peuvent s'en retirer, et que dans les statuts, il était prévu que des pays s'en retirent. Donc l'accord n'est pas universel. Deuxième affirmation, il est contraignant. Ben non, il n'est pas contraignant. Ça, Fabius a raconté partout qu'il était contraignant. Il n'est pas contraignant pour 3 raisons. Premièrement, juridiquement, parce qu'il n'a pas de sanction, et donc une contrainte, c'est une sanction. Deuxièmement, il n'est pas contraignant parce que même dans le traité, parce que n'oubliez pas que vous avez 2 textes, hein, vous avez le traité et vous avez la décision. Le nombre de conditionnels, les pays devraient, les pays pourraient, etc.,
j'en ai compté quand même 25 sur des articles extrêmement importants. Donc, l'accord n'est pas contraignant. Tout simplement parce que l'ONU est fondée sur un principe qui est le principe des souverainetés nationales. Donc, voilà. Alors, l'ONU, de temps en temps, déroge à la souveraineté nationale quand, justement, les pays se mettent d'accord avec des sanctions. Quand ils ne se mettent pas d'accord avec des sanctions, eh bien, l'accord n'est pas contraignant, et on le voit aujourd'hui. Troisième observation, s'il avait été contraignant, il n'aurait pas été signé, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, je crois, la richesse de l'accord de Paris, c'est qu'on a essayé de tirer au maximum des obligations. J'ai même en souvenir une expression qui m'avait fait beaucoup rire, qui était une prophétie autoréalisatrice. Mais cette prophétie autoréalisatrice, c'est une prophétie, et c'est autoréalisatrice. Or, le problème, c'est que l'accord de Paris, ce n'est pas auto, c'est multi. Donc, vous voyez ma démonstration. En revanche, l'accord de Paris tient totalement les promesses qu'il y a dans le texte. Et je crois que le texte vaut toujours le coup d'être relu. 4 exemples. Premièrement, on l'a beaucoup regretté, l'accord de Paris a renoncé, sans ça on n'aurait pas eu d'accord, à la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone ne figure pas dans le texte. Deuxièmement, le mot charbon n'existe pas dans l'accord de Paris. Et d'ailleurs, tu as raison, Ronan, de dire que ça ne faisait que commencer, puisque le mot charbon, c'est-à-dire fossile, est fugitivement apparu il y a 3 ans et maintenant est renvoyé dans ses foyers. Donc c'est dire à quel point les pays résistent à prononcer l'arrêt des fossiles, etc., malgré des coalitions. Troisièmement, et ça c'est vraiment très important, le 1,5 est toujours dit comme si possible, c'est-à-dire que, et brusquement la communication a fait que tout le monde a dit « Ah, il faut s'arrêter à 1,5 ». Mais tout le monde, tous les scientifiques savaient, et je me souviens, genre de grandes conversations ensemble, qu'on n'y arriverait pas à 1,5. Alors, la caractéristique, les arguments, c'était de dire « Si on dit 2, on n'arrivera jamais à 1,5, etc. » Pourquoi pas ? Les deux se défendent, parce que le fait qu'on n'arrive pas, ça s'est avéré aujourd'hui, et le rapport du PNUE qui vient de paraître hier le dit très clairement. Le fait qu'on n'arrive pas à 1,5, bien entendu, crée aussi des déceptions. Et dans cette ambiance de backlash, etc., tout le monde dit « Ah ben vous voyez, ça ne sert à rien », ce qui est évidemment totalement faux, parce que sans accord de Paris, je crois que c'est Jean et Valérie Masson-Delmotte et tous les scientifiques qui le disent, on serait évidemment à 4 degrés, déjà. Hein, donc, c'est enfin entre 3 et 4, en tout cas. Donc, ça a été utile, mais c'est vraiment la cible, c'est 2 degrés. Et hier, donc, le rapport du PNUE vient de dire qu'on risque de stabiliser, tu as raison de dire stabiliser, entre 2,6 et 2,8. Et là, moi, je voudrais dire que c'est évidemment un autre monde. Tout le monde sait ce que ça induit, hein, je veux dire, 2,6, 2,8. Mais c'est tout à fait quand même une réussite, parce que sans traité et sans chemin, moi je ne dis pas obligation, mais sans trajectoire, que quand même certains pays suivent, et particulièrement avec les contributions nationales, on n'y serait pas arrivé. Dernière observation sur l'avenir, parce qu'on est quand même là pour parler d'avenir. Alors, aujourd'hui, on ne peut quand même pas dire que Belém se présente sous des auspices absolument extraordinaires. Les USA ne sont pas là, on vient d'apprendre qu'ils n'enverront pas d'émissaires. Moi, personnellement, je me dis que ça vaut peut-être mieux, d'ailleurs, c'est autre chose. Quand on regarde le discours qu'a fait Donald Trump à l'ONU sur le climat, peut-être mieux qu'il ne soit pas là, ou qu'un émissaire de cette sorte ne soit pas là. Et il faut reconnaître que pour l'instant, il ne fait pas d'émules, je veux dire. Donc ça, c'est extrêmement important. Il ne fait pas d'émules, mais il ne donne pas non plus d'influence et d'impact important. Alors, je veux bien croire que la Chine remplace, entre guillemets, l'élan des États-Unis, mais la Chine vient de loin, en l'occurrence, et ça ne peut pas être non plus à égalité. Donc voilà, donc ça se présente pas très bien là-dessus.
Ce qui ne se présente pas bien du tout, c'est l'atmosphère de guerre où nous sommes. Et les guerres, ça n'a jamais été sobre en émissions de CO2. Et donc, nous avons effectivement là un immense problème, sans compter tous les droits humains qui font partie de l'accord de Paris et surtout de la Convention de 92 et qui sont mis en berne. Troisièmement, les contributions nationales peinent à arriver et malheureusement, l'Europe, Monique Barbu ne sera pas là cet après-midi tout simplement parce qu'elle ne sera même pas peut-être partie de Bruxelles, je veux dire, puisque ça a été hier, cette nuit et ce matin. L'Europe peine beaucoup à trouver un accord. Il faut bien voir que l'Europe a été le phare pendant des années, et là, ne l'est plus, et ça, c'est un sujet. L'Europe, d'ailleurs, qui est en train de remplacer la durabilité par la compétitivité, trahissant totalement, et ça je voudrais vraiment le dire, l'esprit du rapport Draghi. Parce que Draghi n'a pas dit « restons compétitifs et sacrifions la décarbonation ». Il a dit les deux. L'Europe doit marcher sur deux pieds, décarbonation et compétitivité. Et donc c'est une autre compétitivité qu'il faut inventer, en particulier sur le long terme. Donc, ça ne se présente pas très bien, mais nous, effectivement, nous avons l'habitude de voir que des COP qui s'annonçaient mal se sont finalement pas mal terminés, et des COP qui s'annonçaient pas mal se sont finalement bien terminés. Donc, je ne me livrerai pas à des diagnostics. En revanche, ce dont je suis absolument persuadée, c'est que la société civile, et tu as tout à fait raison de dire, mais là aussi, l'accord de Paris ne donne que ce qu'il a écrit. L'accord de Paris a répété mécaniquement tous les problèmes d'inclusion, etc., mais n'a pas parlé du social, n'a pas vu cet aspect social. Il n'y a pas de paragraphe fort là-dessus. Et donc, on a là aussi, si j'ose dire, ce qu'on mérite, c'est-à-dire que les peuples, et particulièrement les peuples du Sud, on dit, c'est bien joli vos affaires, on a quand même tardé à peu près 15 ans depuis Copenhague à arriver à l'argent qu'on devait donner. Aujourd'hui, on tarde avec les 300 milliards qui sont sur la table. Et donc, vous avez effectivement d'autres coalitions et une autre géopolitique. Voilà ce que je voulais dire. Donc, l'accord de Paris a donné absolument ce qui est écrit dedans. Sauf qu'on l'a lu par un prisme de communication qui ne pouvait faire que des déçus. Donc il faut revenir à la lettre, se dire de manière extrêmement claire qu'à l'époque, et encore plus maintenant on n'aurait pas aujourd'hui l'accord de Paris, et donc qu'il faut donc le suivre, parce que c'est un cadre absolument fondamental, une boussole, tout ce que vous voulez. Prenez tous les systèmes métriques, les instruments de système métrique que vous voulez. Et puis, pour terminer par une plaisanterie, les surprises, c'est comme ça. Il y a donc 12 ans, on se réveillait à Marrakech en ayant un coup sur la tête parce que Trump était élu. Il y a un an, on se réveillait avec un coup sur la tête plus annoncé parce que Trump revenait. Mais là, le maire de New York défend l'environnement. Bonjour à tous et à toutes. Alors, mes premiers mots iront vers les associations qui nous invitent et qui ont organisé cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très important l'engagement bien sûr de la société civile. Moi-même, je me suis un peu engagé. Ronan, alors je suis président d'honneur de Climate Change. Il ne faut pas que je mente parce que voilà, je suis aussi président de Météo et Climat. Je crois vraiment à la vertu de l'associatif, mais c'est plutôt au titre, c'est aussi de la société civile, d'une certaine façon, de la communauté recherche que je suis ici. Alors je vais faire comme toi, Ronan, quelques souvenirs. Septembre 2013, un peu antérieur. Donc, en fait, le rapport du premier groupe du GIEC, sur les éléments scientifiques, est paru il y a quelques semaines. Moi, j'étais membre du bureau du GIEC, vice-président de ce groupe de travail à l'époque. Et le cabinet de François Hollande
m'appelle pour organiser une réunion de rendu à l'Élysée des conclusions de ce rapport. Nous nous retrouvons, donc j'organise cette réunion. Nous étions 7 ou 8 scientifiques, une dizaine de, peut-être, 7 ou 8 scientifiques à faire le tour le point des résultats de ce 5e rapport du GIEC. Il faut dire que c'était un moment où la France n'avait pas encore pris sa décision d'être candidat ou non à 2015. C'était pas, et Laurent Fabius n'était pas tellement pour quand même. Hein. Donc, oui, Pierre-Henri, tu regardes, mais je crois quand même qu'il y avait... voilà. Donc, et c'est vrai que... Donc, je crois que François Hollande est resté vraiment 2 heures avec nous. Il y avait aussi Emmanuel Macron qui était là. Hein. Donc, on a discuté climat avec Emmanuel Macron à l'époque. Il a un peu oublié depuis, mais ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, cette réunion a quand même une importance. J'en ai rediscuté avec François Hollande depuis, parce que ça a joué effectivement. Disons, le fait qu'il y ait une communauté scientifique forte en France dans le domaine a je crois, un peu aidé à cette dynamique de l'accord de Paris, et bien sûr, surtout une communauté scientifique très forte au niveau international. Moi, ce qui m'a marqué dans la COP, c'est la synergie entre les conclusions du 5e rapport du GIEC et puis l'accord de Paris. On retrouve dans l'accord de Paris vraiment voilà, notre souhait entre la communauté scientifique n'est pas de faire des recommandations, mais bien sûr, nous avons le souhait que les décideurs politiques s'emparent des conclusions du GIEC pour prendre des décisions. Et en tout cas, dans les textes, c'est le cas dans l'accord de Paris, et c'est assez formidable. Cette synergie est bien là. Alors, on voit bien, voilà, d'autres souvenirs, évidemment, le départ de l'Élysée, le lundi matin, on était vraiment, je crois, avec Nicolas Hulot et Jean-Louis Borloo, il y avait l'autoroute, il n'y avait personne à 7h du matin, c'était assez remarquable. Je crois que tu étais là aussi. La préparation aussi, on a eu pendant, disons, 1 an et demi, Pierre-Henri, tu y étais, je crois, Ronan aussi, ce groupe de travail autour de Laurent Fabius, c'était assez formidable, disons, au niveau français. Voilà, donc ce sont des souvenirs très riches. Mais moi, ce souvenir, en tant que scientifique, c'est vraiment, disons, cette connexion très forte entre décision politique et communauté scientifique. Ça s'est poursuivi, puisque disons que si on revient sur le 1.5, c'est vrai que quand on regarde l'accord de Paris, à Paris, l'accent était mis sur les 2 degrés. Mais les pays les plus vulnérables se disent que ce serait quand même plus facile de s'adapter à 1,5 degré. Et voilà, ils ont donc d'où cette invitation de la Convention au climat par rapport au GIEC de faire un rapport sur ce que serait notre climat si on réussissait à limiter à 1.5. Et voilà, donc Valérie Masson-Delmotte a joué un très grand rôle dans ce rapport 1.5, hein, elle s'est beaucoup investi, et la conclusion est claire, à 1/10 de degré ça compte, hein, donc ce serait... Parce que c'est ça l'esprit de l'accord de Paris, c'est quoi? Il y a des objectifs, les objectifs s'appuie sur un constat. Comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la 2e partie de ce siècle? C'est ça l'objectif de l'accord de Paris. Hein, il faut bien comprendre. Donc, et on ne peut pas changer. Donc ça sera plus facile à 1.5 qu'on veuille ou non, même si on ne peut pas. Parce qu'on me dit souvent il faudra changer l'objectif. Certainement pas. L'objectif est là. Ce serait beaucoup plus facile de s'adapter à 1.5 à 2 degrés, 1/10 de degré ça compte. Et à partir de Glasgow, effectivement, l'accent a été mis progressivement plus, donc c'était après le rapport 1.5, c'est Glasgow quand même, qui entérine le fait, donc ce lien entre 1.5 et neutralité carbone à horizon 2050. Donc la science est toujours très présente avec ce rapport 1.5. Elle est, disons, le 6e rapport du GIEC est aussi bien reçu, mais il n'y a pas eu... Disons, il n'y a pas eu de grand événement. Bon, évidemment, disons, le premier bilan mondial, certes, mais quand même. Donc, on arrive, disons, dans un moment, on est vraiment au creux de la vague. C'est-à-dire que, voilà, actuellement, eh bien, la science est mise complètement de côté, remise complètement en cause par certains, on le voit bien, et c'est assez terrible pour nous, mais c'est là qu'il faut redire que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que nous avons anticipé depuis 50 ans. Hein, disons, tout ce qu'on vit,
l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, hein, donc voilà, les événements extrêmes qui s'intensifient, qui deviennent plus fréquents, plus violents. Voilà, tout est là, tout ce que nous avions anticipé se passe, et donc ça veut dire vraiment qu'il faut accorder la crédibilité à ce qu'envisage notre communauté à horizon, disons, dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà. Donc je ne vais pas revenir sur ton envisage, mais bon, peut-être, malheureusement, il y a... Bon, j'aimerais bien qu'on stabilise. Moi, ça reste toujours possible de revenir vers 2 degrés, on les dépassera, mais il reste 20 ans d'émission à peu près. Hein. Donc on pourrait les répartir, disons, de façon suffisante, de façon à arriver à neutralité carbone, vraiment 2060, 2070. Hein, c'est ce qu'annoncent tous les grands pays, hein, la Chine, l'Inde, bon, voilà. Donc l'Europe, c'est 2050. Mais ce n'est pas sûr. Quand on regarde de l'autre côté... disons, la position de Donald Trump a libéré les appétits. Par exemple, disons que les producteurs d'énergie fossile envisagent de continuer à augmenter leur production jusqu'en 2040, sinon 2050. Hein, donc on voit bien, et si c'est le cas, eh bien on n'arrivera pas à stabiliser. On ne stabilisera pas à 2,6 ou à 2,8, comme nous dit le rapport des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut continuer ce combat de dire qu'il faut se battre. Non, il ne faut pas renoncer, en tout cas aux 2 degrés, et même faire le maximum. Et il faut redire cela, il y a l'espoir, disons, chaque dixième de degré compte. Donc voilà, donc c'est vraiment ce message que je souhaite donner. Il faut continuer à s'appuyer sur la science. Évidemment, on doit la discuter, la science, on doit en discuter, mais c'est quand même, disons, le socle sur lequel nous devons nous appuyer. Moi, je remercie, parce que ma crainte, eh bien, voilà, on a 2 piliers actuellement. Disons, l'atténuation, la diminution des émissions, l'adaptation, tu l'as redit, c'est très important. Il y a un 3e pilier qui se profile, c'est la géo-ingénierie. C'est très clair. Donc, on voit bien derrière. C'est ce qui est en train de se placer. Vous allez à toutes les COP, on parle de plus en plus de géo-ingénierie. On va manipuler le climat. Donc, il faut vraiment garder, il faut être très fort. Il faut que nous restions très unis dans cette lutte. Et voilà, parce que on ne peut pas accepter la géo-ingénierie, en tout cas la géo-ingénierie solaire, qui met vraiment une épée de Damoclès sur les jeunes d'aujourd'hui avec ce problème de choc terminal. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, il faut tout faire pour effectivement limiter le réchauffement climatique, et je l'espère bien en deçà de 2 degrés. Y revenir. Merci beaucoup.